petite vision conférence. Et merci à toi, Sidney Ladouce. Donc, tu es un étudiant en L3 d'histoire et tu fais une L1 de droit en parallèle. Tu as été athlète de haut niveau en water-polo durant ton enfance, ton adolescence. Et tu as ensuite fait de l'histoire à Paris 1. Et en parallèle de tes études à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, tu as lancé ta propre entreprise, donc la marque Tizil, une marque de basket éco-responsable, inspirée d'Île Maurice, qui est ton pays d'origine. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui avec le pôle entrepreneuriat, c'est pour justement que tu nous parles plus de ton expérience en tant qu'étudiant de l'entrepreneuriat, pour que éventuellement les autres étudiants, moi, ou d'autres personnes, puissent puiser à travers ton expérience ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire, etc. Et avoir une idée de ce qu'est être un entrepreneur étudiant. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Du coup, je vais commencer avec une première question qui est pour moi très intéressante. C'est, avant de parler d'entreprise en elle-même, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de l'entreprise, en tant qu'étudiant, alors que tu sais qu'en tant qu'étudiant, tu es plus confronté aux difficultés, notamment financières et j'en passe. En fait, d'où est venue cette volonté de prise de risque? Déjà, avant tout, je te remercie pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être présent et d'avoir cette opportunité. J'espère que tu vas bien, Ryan. Parce que moi, ça va très, très bien. Et ta question, tu m'as dit, c'est d'où est venue cette volonté de prise de risque, c'est ça? Volonté de prise de risque, c'est une volonté de créer une entreprise, alors que tu sais qu'en tant qu'étudiant, c'est assez difficile. Okay. Je pense que c'est dû aux expériences de vie que j'ai eues, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est à la fois les expériences de vie que j'ai, c'est-à-dire que mes parents sont salariés, ils se plaisent pas forcément dans le travail qu'ils font. Et quand tu vois tes parents qui font un travail qui sont entre guillemets obligés de faire pour survivre, tu dis le salariat, c'est pas forcément un bon truc. Et après, en fait, c'est ma sensibilité. Donc, en fait, moi, je suis très sensible à l'environnement, je suis très sensible aux gens qui m'entourent. Et comme tu le sais très bien, en fait, j'ai fait pendant le Covid, je suis resté tout seul à Nice, donc dans mon appartement, et j'ai fait le choix en fait de lire une quarantaine de livres. Donc j'ai fait une longue introspection et j'ai lu une quarantaine de livres. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un impact à l'île Maurice, dont mon père est originaire. À ce moment-là, en fait, quand je me demande comment est-ce que je peux agir pour l'humanité, en fait, c'est dans mes lectures, j'avais lu Einstein, Comment je vois le monde, et dans son livre, il explique en tant qu'individu, comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur l'humanité. Et moi, comme je suis d'origine mauricienne, je me suis dit comment est-ce que je peux avoir un impact à l'île Maurice. Et au début, j'ai créé une association. Tu vois, j'avais créé une asso, mais en fait, je me suis rapidement confronté aux difficultés dans le sens où les gens ne sont pas réellement intéressés par les assos, ou encore une X asso qui va être dans les fonds humanitaires. Et ma sensibilité à ça a encore plus grandi parce que ça a été un échec. Ça a été clairement un échec. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je crée un business autour de cet asso pour pouvoir apporter un soutien social à l'île Maurice, tout simplement. Donc, en fait, c'est vraiment à la fois mes expériences personnelles, mais aussi ma sensibilité à l'environnement dans lequel je suis, qui m'ont réellement poussé à créer une entreprise, tout simplement. Ok, donc en fait, tes lectures pendant le confinement t'ont inspiré à vouloir impacter, le monde, etc. Et tu as décidé de l'impacter à travers la création d'une entreprise. C'est ça. Donc c'est de là d'où vient ta volonté de prendre des risques. Exactement. Ok, donc c'est très intéressant. Ouais. En fait, ça, le point important, je pense, c'est que c'est la lecture. En fait, une fois que tu as accès à l'information, c'est une fois que tu lis, tu cumules le savoir. Et en fait, pour moi, les livres, c'est un peu comme des life hacks. En gros, tu vas gagner beaucoup de temps sur le futur. Tu auras l'impression sur le moment même, je vais lire un livre, c'est chiant, nanana. En fait, il y a tellement de savoir que ça condense les expériences des gens qui sont beaucoup plus vieux que toi. Ça condense des expériences de vie et des visions de vie. Et une fois que tu lis ça, en fait, tu déconstruis clairement tout ce qui est croyances limitantes, plafond de verre. Tu adoptes d'autres points de vue, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne penses pas à ce moment-là que
tu as une destinée, entre guillemets, que tu vas finir salarié ou un truc comme ça. Mais finalement, tu peux prendre conscience de toi-même à travers une introspection, mais également, tu peux prendre conscience que tu peux avoir un impact chez les autres à travers la lecture. En fait. Ok. Donc, clairement, on voit l'importance de lire des livres dans la quête de soi-même. Donc, c'est très important. Ok, donc très intéressant. Maintenant, plus par rapport à l'entreprise en elle-même, donc, comme j'ai dit, c'est une marque de basket du nom de Tizil. Alors, ça serait intéressant que tu nous expliques tout simplement pourquoi une marque de basket déjà et pourquoi le nom Tizil. D'où est venue l'idée, d'où est venue l'inspiration de créer une marque de basket inspirée de ton pays d'origine. Okay. L'inspiration de créer une marque de basket, inspirée de mes origines, en fait, tout simplement de mon introspection. C'est-à-dire qu'en étant seul à Nice et en faisant une longue introspection, je me suis en fait reconnecté à mes racines, à mon histoire personnelle et à mon histoire familiale. Donc en fait, ça faisait sens pour moi de valoriser mon histoire, de valoriser qui j'étais, de valoriser en fait mon pays d'origine. Ensuite, la deuxième question, c'était Tizil. Pourquoi Tizil? En fait, chez les Mauriciens, on a une expression, donc on dit nous Tizil pour parler de l'île Maurice. Et nous Tizil, en fait, c'est-à-dire notre petite île. Donc du coup, j'ai supprimé en fait le nous pour avoir le Tizil, qui veut dire petite île, et qui fait référence ultime à l'île Maurice. Ensuite, l'idée, d'où est-ce qu'elle est venue? C'est que, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai fait une asso qui a totalement échoué, et par résilience, j'ai monté un business autour de cet asso, donc Tizil for Good. Et à ce moment-là, je me suis dit, où est-ce que je peux créer un business? Et qu'est-ce qui me plaît au fond de moi? Donc moi, j'ai toujours été, tu sais, dans mon enfance, j'étais très introverti, je dessinais énormément et j'écrivais énormément, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va un peu étudier le marché, qu'est-ce qui se passe sur le marché, où est-ce qu'il y a des tendances, où est-ce qu'il y a des trucs intéressants en fait, à faire concrètement, en fait. Et j'ai vu que dans l'industrie de la mode, dans l'industrie textile, en fait, clairement, c'était la merde. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y avait un truc à faire à l'intérieur. C'est-à-dire que l'industrie textile est la 4e industrie la plus polluante au monde. La 4e. C'est-à-dire qu'on pollue non-stop avec la fast fashion, on pollue non-stop. Et je trouve que c'est un énorme problème. Donc du coup, en fait, j'ai donné une dimension. Donc du coup, je me suis dit, en fait, clairement, il y avait un truc à faire dans la mode. Du coup, pourquoi ne pas créer une marque? Du coup, j'ai créé Tizil. Et avec tout cet aspect, en fait, cette conscience écologique et sociale. Mais c'est surtout, en fait, une phrase de Frantz Fanon, en fait. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et en fait, cette phrase-là, elle fait extrêmement sens à notre génération, à nous, parce que je pense que notre génération est extrêmement sensible à l'environnement, extrêmement sensible aux questions sociales, aux questions de bien-être de l'individu. Je ne pense pas que les gens maintenant ont envie de travailler 40, 50 ans même dans le même endroit. Les gens ont envie de vivre des expériences différentes. Et je me suis dit, donc voilà, pourquoi, je me suis dit, on va créer quelque chose dans la mode. Ensuite, le point, pourquoi est-ce qu'une basket? En fait, j'ai eu la chance en fait d'avoir, j'ai mon frère en fait qui est podologue et qui est kiné. Et en fait, j'ai discuté avec lui et en fait, il m'a appris à dessiner une basket, etc. Et en parallèle, moi, j'avais dessiné plein de t-shirts, plein de bobs, de shorts, enfin tout ce qui peut faire une marque. Et à un moment, mon frère me dit, je lui pose la question en fait, mais on commence par quel produit? Clairement, on commence par quel produit? Et là, on se regarde. Et là, mon frère il me dit en fait, pourquoi ne pas marcher sur la terre de nos ancêtres? Et quand il me dit cette phrase, c'était genre, pour moi, c'était vraiment incroyable. Ça faisait tellement marketing, mais en fait, ça faisait tellement sens pour nous, en fait, parce que le fait de créer une basket, pour nous, c'est de réellement marcher sur la terre de nos ancêtres. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé une basket en premier. Ok, donc c'est ok. Du coup, on voit bien, même par rapport aux autres personnes qui souhaitent se lancer un jour dans l'entrepreneuriat, on voit que on peut s'inspirer des enjeux contemporains de notre monde. Dans ton cas, c'était l'écologie, le réchauffement climatique, etc. Donc l'empreinte écologique de la fast fashion, l'empreinte carbone. Et on peut, à travers notre histoire, à travers le monde qui nous entoure, s'inspirer de cela et aussi des enjeux de notre monde pour justement créer un produit qui révolutionnera la vie des gens. Et aussi, on voit bien ce qui est intéressant, c'est le côté marketing. Le côté marketing du marché sur la terre de nos ancêtres. On voit bien l'importance du symbole dans la réussite d'un business, etc. Donc,
C'est super intéressant. Merci pour Et, ton témoignage. Ensuite, juste par rapport à une autre question. Oui. ouais, dis-moi. Bah, en fait, non, j'aimerais juste rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que quand tu veux créer une boîte, en fait, ce qui marche dans la culture d'entreprise, c'est que la boîte que tu crées, en fait, c'est le prolongement de toi. En fait, il faut vraiment que l'essence même de la marque soit ce que tu es au fond de toi. Et pour savoir ce que tu es au fond de toi, il faut faire forcément une introspection et se connaître. Sinon, le projet, en général, il marche. Bon, à part si t'es à Station F, hein, mais en général, le projet marche très peu si c'est pas fait avec le cœur et fait avec ce besoin de résoudre des problèmes. Et ça, le deuxième point extrêmement important, en fait, c'est quand tu vas créer un projet, etc., il faut chercher où il y a des problèmes. Quand tu vois des problèmes, c'est là qu'il faut y aller et c'est là qu'il faut les résoudre. Et c'est comme ça que ça marche, je pense. Ok. Ok. Donc la nécessité d'introspection et de se connaître soi-même pour créer quelque chose qui nous ressemble. C'est Très ça. bien. Du coup, une autre question concernant le processus de création d'entreprise, quelque chose d'un peu plus technique. Mhm. Clairement, au moment de la création d'entreprise, quels étaient tes objectifs au court terme et concrètement, à quelles difficultés tu as fait face dès le début? C'est-à-dire que dès le début de la création, je t'ai dit, je veux ça comme objectif au court terme et à quelle entrave tu as dû faire face? Ouais, quel acheminement j'ai eu. Bah en fait, tu sais, bah comme tu l'as dit, en fait, moi, je suis sportif de haut niveau de base. J'ai fait un bac S et après, j'ai fait une licence d'histoire. Donc, strictement rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat et le monde du business. Donc, moi, quand j'ai commencé à lancer le projet, c'était entre guillemets, par pure volonté de changer les choses à l'île Maurice de manière associative. Donc, en fait, les premiers points que j'ai eu, en fait, c'était de faire un planning. Faire un planning. C'est-à-dire que c'était en mars 2020, après mes lectures et mon introspection, etc., je me suis dit, OK, pour générer de l'argent, il faut créer un produit. Pour créer un produit, il faut prendre le temps entre guillemets, il faut le créer mentalement déjà pour pouvoir le produire. Et ensuite, il faut le vendre. Et en le vendant, ça va me permettre d'alimenter mon association et avoir un impact associatif à l'île Maurice directement. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas réfléchi à ce moment-là, en fait, clairement, hein, c'est de la pure intuition. Je me suis dit un an. Un an. Non, en mars 2021, il faut que je lance la gamme. Et donc ça, c'était mon objectif court terme. Donc sur un an, je me suis dit, voilà, dans un an, il faut que tout soit lancé. Et clairement, je me débrouille de A à Z pour que ce soit lancé et que tout soit carré. Après, ça a intervenu en fait toutes les problématiques de où tu produis, comment tu communiques, quel est le nom de la marque, quel branding tu fais, quelle est ta stratégie marketing, quelle est ta stratégie communication, quelle est ta culture d'entreprise. Et en fait, ça, tu fais plein de recherches sur Internet. Ça va très très vite dans le sens où tu crées ton image de marque. C'est du branding. Tu tapes branding sur Internet, tu vas tomber sur une trentaine d'articles. Tu croises les informations et tu apprends comme ça. Donc là, c'est les premières difficultés. En fait, c'est relativement chronophage en fait de devoir chercher les informations, les croiser et d'apprendre. Donc là, c'est les premières difficultés. Ça a été donc la communication. Donc quelle image je veux renvoyer, quel positionnement sur le marché. La deuxième problématique sur laquelle j'étais confronté, c'était la création en elle-même en fait. Mais ça, j'ai de la chance un peu parce que je suis mine de rien créatif. Et dans la création de la basket, j'ai décidé en fait de récupérer tous les éléments qu'il y avait en moi. Donc toute mon histoire. Donc dedans, tu as la Tour Eiffel, tu as le Mont Brabant, tu as X nombre de œillets sur la basket qui symbolisent telle chose. Tu as un logo, c'est un dodo qui fait référence à l'île Maurice avec un cœur. Voilà, tu as plein de petits détails comme ça. En fait, c'est que j'ai puisé au fond de moi-même. Ensuite, une fois que tu as créé le produit, donc avec un croquis, une fois que tu crées la marque, en fait, il faut le produire, la basket. Comment tu fais? Bah, faut que tu cherches. Tu cherches sur Google. Tu cherches sur Google ou tu cherches chez tes concurrents. Et moi, j'ai eu cette opportunité. J'ai eu une très grande chance, en fait. C'était quoi? C'était que je checkais, en fait, mes concurrents. Et en fait, je suis tombé sur une marque qui était aussi qui était également éthique. Et j'ai zoomé sur une de leurs photos parce qu'ils avaient pris en photo une personne âgée qui travaillait dans l'usine, en fait, avec la basket. Et du coup, en fait, sur l'étiquette de la personne, sur le côté niveau du cœur, il y avait écrit le nom de l'usine. Et c'est comme ça, en fait, j'ai trouvé mon usine, personnellement. Donc voilà, tu avais cette difficulté de où produire, comment produire, avec qui produire. Et une fois que tu trouves une personne, une fois que tu rentres dans une usine, en fait, il y a un réseau là-dedans. Et du coup, en fait, après, tu connais toutes les sources d'usines. Et après, tu peux les comparer. Ensuite, il est intervenu aussi la problématique financière.
où là, en fait, faut que tu trouves tes fonds, faut que tu t'amuses et il faut que tu travailles et il faut être malin, je pense. Et voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, tu as plusieurs difficultés parce que moi, je pars de nulle part, en fait. J'ai aucune connaissance en communication, en marketing, ni en culture d'entreprise, ni comment créer une boîte. Du coup, j'étais là en train de taper SAS. Mais qu'est-ce que c'est qu'une SAS? OK, action simplifiée, tac, tac, société par action simplifiée. J'étais là en mode URL, je comprenais strictement rien. Au début, c'était comme ça. Parce que c'est un nouveau monde que je découvre, etc. Mais avec le temps, tu t'y habitues, tu l'apprends, tu l'assimiles. Et après, tu avances, step by step, quoi. Ok, donc clairement, on voit que Internet et le benchmarking, c'est-à-dire comparer avec les autres entreprises, etc., qui ont le même profil un peu que la tienne, c'est ce qui t'a le plus aidé pour justement, euh, comment dire, réaliser tes premiers objectifs au court terme. Ok. Ouais, mais Ryan, c'est 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 des open space. C'est-à-dire que Google, YouTube, tu as toutes les informations dedans. Tu sais, les petites vidéos qui font 5000 vues que personne ne regarde. Ça, c'est ce que je regardais. Tu as des vidéos qui font 1000 vues, mais le contenu est qualitatif. Le contenu est vraiment qualitatif. Sur le marketing, sur la com, sur le branding, il t'explique tout de A à Z. Et sur Google, il y a des millions d'articles. Et j'exagère même pas, il y a vraiment des milliards. C'est incroyable. Et après, tu croises. Il faut être intelligent. Tu sais, si tu prends qu'un article pété, ce n'est pas forcément intéressant. Mais si tu prends une quinzaine d'articles et tu vois qu'il y a une information qui ressort à chaque fois, bah, c'est là, tu sais qu'il faut la prendre en compte. Hmm. Et tu vois quand c'est beaucoup plus facile aujourd'hui en 2022 de créer une entreprise, de faire quelque chose, plutôt que dans les années 60, où aujourd'hui, par exemple, je dis ça pour les étudiants qui peuvent être réticents à se lancer dans l'entrepreneuriat, Mhm. il faut apprendre à oser parce qu'aujourd'hui, comme le montre l'expérience de Sydney, grâce à Internet, grâce à des outils on a accès à une quantité infinie de connaissances et d'opportunités, etc., qui nous permettent d'élaborer un projet qui peut tout à fait réussir. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, maintenant, plus sur le plan psychologique. Mhm. En tant qu'étudiant, est-ce que tu es passé, disons, par des phases de doute ou de baisse de morale due voilà, à des échecs ou des périodes de burn-out, vu que comment dire, tu conciliais tes cours, l'entreprise, le Covid, etc. Est-ce que sur le plan psychologique, c'était difficile et comment tu as surmonté si tu as eu des périodes un peu difficiles, comment tu les as surmontées? Écrire, franchement. Sur le plan psychologique, je pense qu'on a tous des bas comme des hauts. On a tous des échecs comme des réussites. La capacité à rebondir, donc être résilient, c'est la capacité à prendre du recul sur ce qu'on vit. Et moi, ce qui me permet de prendre énormément de recul sur chacune de mes expériences de vie, c'est d'écrire. C'est-à-dire, moi, tous les matins, j'écris. J'écris sur ce que je vis, j'écris sur ce que je ressens, j'écris sur mes expériences, j'écris sur moi-même parce que je me demande, OK, Sydney, tu as eu une action là, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais, est-ce que tu peux t'améliorer, est-ce que tu peux moins bien faire, mais bref, voilà. Tu poses plein de questions par rapport à ça. Et oui, j'ai eu des moments de doute. Tu sais, Ryan, on a lancé la campagne de crowdfunding le 22 février. Elle s'est terminée le 28 mars 2021. J'ai promis à tous mes clients de les livrer en juin pour l'été. Bah, j'ai dû faire face au Covid Delta. Donc, en fait, tu avais la moitié des salariés qui n'étaient pas dans l'entreprise. Du coup, réduction de la production, du coup, retard de production. Tu as affaire à une pénurie de matières premières. Plus de coton, plus de cuir. Ça a augmenté. Plus de fer, parce qu'il faut du fer pour construire une basket. Il faut des emporte-pièces. Tu n'as plus ça. Tu as des produits chimiques également. Tu n'as plus ça. Donc, du coup, en fait, tu repères encore un mois, 2 mois. Au lieu de livrer mes clients en juin, je les ai livrés en septembre. Alors à ce moment-là, en fait, quand tu prends 3 mois et que toutes les semaines, tu envoies un mail à tous tes clients pour leur dire on vous livre la semaine prochaine, vous inquiétez pas, on a eu des retards, etc. Et en fait, toutes les semaines, entre guillemets, tu as une nouvelle excuse, tu as une nouvelle problématique qu'il faut résoudre. Ouais, ça te baisse largement le moral. Tu as des doutes en mode est-ce que finalement, on va vraiment recevoir les baskets? Est-ce que je vais pouvoir livrer mes clients? Parce que c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent qui était en jeu. Donc oui, tu as des baisses de morale, forcément. Je pense que tout le monde en vit. Faut pas être dans le déni. Et au contraire, si tu as des problématiques qui sont face à toi, fonce dedans. En fait, je pense que l'entrepreneur en lui-même aime les problématiques. Il aime les problèmes. C'est-à-dire que dès que tu vois un draw, il y a un gros problème, il faut y aller pour résoudre les problèmes des gens.
Et ça, c'est la même chose pour toi-même. C'est-à-dire que demain, si tu as un problème, il ne faut pas être dans le déni. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être dans la réalité et être confronté au problème. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais, j'avais un problème. Est-ce que j'avais la capacité à changer ce problème-là? Si oui, j'écrivais et ensuite j'agissais. Il y a une phrase qu'on dit dans ma famille, c'est que cela soit écrit, compris et appliqué. Je ne sais pas, tout est dit. T'écris, tu comprends ce que tu écris, tu comprends quel est le problème, tu comprends quelle est cette expérience de vie que tu as, et derrière, tu cherches des solutions, des résolutions, et tu les appliques. Ouais. Bah, du coup, ça montre que finalement, l'aventure entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille. Et justement, avec le plan entrepreneurial, on a écrit une fiche sur l'entreprécariat. Mm-hmm. Où on a vu, qui est disponible d'ailleurs sur LinkedIn et sur Facebook, qui montre que déjà, avec les problèmes techniques qui peuvent subvenir avec le processus de création d'entreprise, il y a le problème psychologique. Et on a vu qu'un point important, c'est d'être entouré par une équipe qui te rassure et qui te dit les choses. Maintenant, à travers ton expérience, on voit, voilà, t'écris, on voit que tu as été assez seul dans cette aventure. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu avais une équipe qui t'entoure ou des repères, tout simplement, qui peuvent être dans ta famille ou quoi que ce soit, qui t'ont plus aiguillé durant les débuts de ton aventure entrepreneuriale, tout simplement? Bah, déjà, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, c'était de croire que l'entrepreneuriat ou l'aventure entrepreneuriale, c'est un long fleuve tranquille. Au contraire, hein, tu as entièrement raison. Ça ne l'est pas du tout. Tu as des hauts, des bas. Et en fait, il faut être résilient. Il faut savoir être résilient, c'est extrêmement important. Est-ce que j'ai une équipe qui m'entoure? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas d'équipe qui m'entoure. Par contre, est-ce que j'ai des gens qui m'entourent et qui m'accompagnent et qui m'aident? Oui, clairement. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Après, chez nous, dans ma famille, on est très franc-parler, on va dire, dans le sens où le premier prototype de la basket que j'ai reçu, mon frère qui est podologue, il a pris la basket, il a regardé et il a fait ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Et tu sais, c'est pas malveillant, hein. C'est au contraire, c'est bienveillant parce que toutes les critiques qu'il a pu faire ont été constructives. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, en fait, c'était nul. C'était nul. Et il fallait réparer, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai une équipe concrète qui m'entoure? Non, mais j'ai des personnes que j'apprécie, que j'aime. J'ai des amis qui m'ont accompagné, qui m'ont corrigé par-ci, par-là. J'ai beaucoup de contacts, de réseaux, d'amis qui m'aident. Et ma famille m'a beaucoup aidé par rapport à ça, que ce soit ma mère qui, à travers ma capacité à être résilient, parce que ma mère, c'est clairement elle qui m'a appris à être résilient, être un peu foufou et se lancer dans des projets qui peuvent paraître insurmontables, ça vient de mon père. La combativité, c'est vraiment ma sœur. Et la clarté des projets, c'est mon frère. Tout ça pour dire que une équipe professionnelle, non. Une équipe qui a un soutien moral, oui. Et ça, c'est le plus important parce que quand on ne croit pas dans votre projet au début, ça peut être très difficile, ça peut être très, très difficile. Surtout si, en fait, si vous vous acharnez sur un projet et que vous réussissez au final, c'est de la résilience. Par contre, si vous vous acharnez sur un projet sur le long terme et que vous échouez, c'est de la bêtise. Tu vois? Et ça, il faut savoir en fait mixer. J'avais lu un livre, c'était de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes. Donc c'est un mec qui a fait Harvard en histoire et Yale, qui a fait Yale en histoire et Harvard en finance. Il travaille au New York Times et en fait, il a écrit sur la plasticité cérébrale, comme quoi est-ce qu'on pouvait façonner notre cerveau, notre manière de voir les choses. Et quand votre environnement est entre guillemets nocif ou toxique par rapport à votre projet et n'y croit pas, ça va être un combat entre vous et vous-même. Vous serez largement seul. Par contre, si votre famille vous soutient, etc., là, il y a plus de chances que vous réussissiez. Donc, on voit bien finalement les soft skills nécessaires à un entrepreneur, disons, successful, tu vois. C'est tu m'excuseras l'anglicisme, je sais que... T'inquiète. En vrai, on voit bien la capacité de résilience et d'adaptation
le courage de faire, l'amour du risque et surtout une forme de pragmatisme et de réalisme. Ouais. C'est super important. Mais il y a un point aussi qui est extrêmement important, Ryan. C'est dans le livre que je viens de te dire, là, le pouvoir des habitudes, c'est d'une part la plasticité cérébrale, mais tu as un autre livre, j'ai oublié le nom, c'est Cerveau à deux vitesses. Faut le retrouver, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais en gros, c'est le prix Nobel d'économie 2017 qui a écrit ce livre-là. Et en gros, il explique que les génies ont cette capacité à trouver un équilibre parfait entre la rationalité occidentale et l'intuition orientale. Et en fait, ce qui est extrêmement important, t'as ça, c'est soft skills, mais par contre, il faut derrière être très rationnel, mais aussi être très intuitif. Sentir les bonnes occasions, il faut savoir le faire. Okay. Maintenant, au-delà de l'aspect psychologique, par rapport aux défis techniques, on sait que voilà, en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément les contacts nécessaires. On a vu que voilà, tu as été assez seul au début malgré les soutiens de ta famille, etc. Ou par exemple, j'imagine qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément une solvabilité, disons, permettant d'octroyer des prêts bancaires incroyables. Donc, comment tu as trouvé donc, ton capital de départ? C'est le plus important, j'imagine, pour commencer le processus de production. Quel canal tu as utilisé pour trouver du capital au début? Ok. Alors, moi, comme je connaissais strictement rien, tu sais, il y a une phrase qui dit ils ne le savaient pas, donc ils l'ont fait, un truc comme ça là. Moi, je savais strictement rien à l'entrepreneuriat. Quand j'ai lancé le projet, j'ai mis ma thune personnelle, j'ai mis mon argent personnel. Donc, j'avais mis au total 1 000 euros juste pour lancer, pour partir à Porto, partir une semaine à Porto, rencontrer directement les usines parce que ça me tenait à cœur, parce on est éthique et je voulais réellement voir la condition de travail à Porto, au Portugal. J'ai pu échanger pendant 3-4 heures avec le chef des ateliers. Créer cette relation avec lui est extrêmement importante. Et ensuite, il fallait payer les prototypes. Donc, on était aux alentours de 70 euros le prototype à payer. Tu fais ça x 10, ça fait 700 euros, ça monte vite. Et après, ensuite, c'était vraiment tout ce qui est communication, parce qu'il faut faire une vidéo, etc. Ça, c'est ma famille. Dire que mon cousin, c'est un très, très, très grand fan de tout ce qui est vidéo. Il s'y connaît énormément. Il a un drone, il a un stabilisateur. Il a tout le matériel pour, en fait. Et du coup, en fait, c'est pratiquement lui qui m'a fait tout le shooting photo, qui m'a fait les vidéos en drone dans les airs, qui m'avait fait le stabilisateur et qui a fait des vidéos, mais vraiment incroyables et remarquables. Donc voilà. Donc du coup, moi, j'avais dépensé 1 000 euros. Ensuite, j'ai cherché des moyens de financement. Donc, je tombais sur financer votre projet, BNP, prêt à seulement 40 milliards de pourcents. J'ai trouvé la BPI, plein de trucs comme ça. Et ensuite, je suis tombé sur les campagnes de crowdfunding, donc sur Ulule. Et en fait, les campagnes de crowdfunding, c'est tu proposes un projet aux gens, et si les gens adhèrent à ton projet, tu mets un minimum de 100 paires pour moi. Et en gros, si ton projet atteint plus de 100 paires, alors on te reverse le montant acquis. Si tu récupères moins de 100 baskets, donc précommande, du coup, en fait, finalement, ton projet, il échoue. Moi, mon projet a été un succès. Du coup, en fait, cette campagne de crowdfunding, elle m'a permis de financer mon projet. On avait récupéré 15 000 euros. Donc, c'est grâce à cette campagne de crowdfunding, clairement, que j'ai pu avoir les fonds nécessaires pour lancer une production. Ensuite, ça m'a donné de la crédibilité par rapport aux banquiers, où là, j'ai pu faire un prêt, augmenter, avoir des freelances qui m'accompagnent sur la communication et le marketing. Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est que même si il faut quand même de l'argent, parce que pour aller à Porto, créer des prototypes ou lancer un projet, il faut quand même un mine de rien d'argent. Et si vous n'avez pas le savoir-faire. Par contre, si vous avez du savoir-faire, imagine, tu sais programmer, tu sais faire un site, ou tu peux faire tout n'importe quoi. Si tu as les compétences acquises, tu n'as pas besoin de payer. Par contre, pour acquérir ces compétences, ça demande du temps. Tu vois? Imaginons demain, je vais faire un site. Moi, demain, si je veux faire un site, soit je paye 2 000 euros à une agence de communication qui est spécialisée dans ça, soit j'apprends moi-même à comment faire un site sur Internet, et ça va me prendre énormément de temps. Donc, au lieu d'avoir un site en 2 semaines, tu vas l'avoir en 1 an, quoi. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup d'argent.
Et après, j'avais la folie aussi de mettre toute ma thune là-dedans, hein. Il y avait des mois où j'étais à moins 300, moins 400 sur mon compte bancaire. J'étais en roue libre et pour moi, le projet, il allait marcher coûte que coûte. J'avais une croyance profonde dans mon projet. J'avais une volonté vraiment, comme la volonté du dit, hein. C'est que je suis un très grand fan de One Piece. C'est un truc qui m'anime vraiment et la volonté, je pense qu'elle est importante, surtout quand tu lances des projets. Ça, c'est d'une part. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé mon capital? Donc, voilà, la campagne de crowdfunding. Maintenant, le réseau. Quand on est étudiant, le réseau, c'est vos amis étudiants. Je me rappelle quand j'étais parti, quand quand j'ai créé la marque, j'étais à Nice en tant que sportif de haut niveau. Et un jour, j'étais revenu sur Paris et pour voir ma famille. Et après, je suis reparti à Nice. Et dans l'avion entre Paris et Nice, j'avais rencontré, j'ai parlé avec une personne dans l'avion. Et il s'avère qu'elle était à HEC Paris. J'ai discuté avec elle. Et cette personne-là, en fait, quand on a discuté, etc., et que je lui ai expliqué en gros que je montais un projet, passé par là, elle m'a expliqué qu'elle était à HEC, et qu'en fait, elle, ses professeurs d'HEC lui expliquaient par X et par Z que votre réseau, c'est vos potes étudiants. C'est-à-dire que Ryan, on se connaît maintenant, tu es dans mon réseau. C'est-à-dire que je sais très bien que demain, si je peux te demander des conseils, tu seras là. Si toi, demain, tu veux monter ta boîte, je serai là. Parce qu'on est dans le même réseau commun. Tu vois? Et en fait, à HEC, c'est ce qu'ils apprennent. C'est réseauter. Et votre réseau, c'est tous vos amis que vous avez à la fac. Donc, tous vos potes que vous avez en éco, en gestion, en droit, ça, c'est votre réseau pour plus tard. Et c'est aussi votre réseau pour maintenant. C'est-à-dire que vous avez un réseau qui a un niveau étudiant, certes, mais dans 10 ans, quand un tel sera avocat, lui, ça sera dans votre réseau. Tu vois? L'autre aura monté un autre projet, lui aussi sera dans votre réseau. Donc, quand on est étudiant, oui, c'est vrai, le réseau est étudiant, forcément. Par contre, maintenant, si tu veux avoir plus de crédibilité au niveau professionnel, il faut aller dans les assos. C'est ce que je conseille le plus. Aller dans toutes les assos possibles de Paris 1. C'est extrêmement important, je pense. Et après, c'est trouver les forums sur les sites. Tu tapes forum sur Twitter ou sur Instagram, tu vas en trouver des milliards. Tu tapes BPI conférence, tu y vas, tu fonces. Tu fais bonjour, ouais, j'ai besoin d'aide par-ci, par-là, investissement, comment est-ce qu'on fait une campagne de communication, tu vas les voir. Si tu veux trouver un réseau pro, tu vas voir en communication, tu vas dans les agences de communication. Tu dis, voilà, j'ai un projet, je ne sais pas faire de com, est-ce que vous pouvez m'aider, on échange. Tu vas discuter avec eux pendant 1 heure. À la fin, tu vas pas les financer parce que tu es étudiant et que tu n'as pas envie de payer. Mais en 1 heure, tu peux récupérer un maximum d'informations. Tu vois? C'est comme ça que c'est comme ça que tu fais ton réseau. Une fois que tu as acquis la connaissance par rapport aux gens que tu côtoies, ça te permet de développer ton projet. Et ton réseau, c'est vraiment à travers ta famille. Ta famille, tu as forcément des grands frères, des grandes sœurs qui traînent, des grands cousins qui ont peut-être 30 ans, tes parents, s'ils ont du réseau ou pas, et tes amis. Et voilà. C'est comme ça que tu acquiers ton réseau. Ok, donc le crowdfunding pour la recherche du capital de départ, c'est le plus efficace. Et par rapport au réseau, comme tu as dit, le networking entre étudiants, c'est plus une sorte d'investissement au long terme pour justement commencer avec ce réseau et puis de fil en aiguille, on crée quelque chose. Ok, donc c'est cool. Mais par contre, en économie, on nous a montré que parfois on avait des problèmes de rationnement. Donc ça concernait plus l'offre, la production, mais surtout des problèmes de débouchés. Donc des problèmes de débouchés dans le sens où on a besoin d'une demande pour faire écouler une production. Donc ma question c'est, ton entreprise au début elle était inconnue, personne ne la connaissait. Comment tu as ciblé ta clientèle? C'est-à-dire quel canal tu as utilisé pour justement faire connaître ta marque et te constituer une sorte de demande, en fait, te générer des débouchés, tout simplement. Comment est-ce que j'ai fait? C'est une très bonne question. En fait, ça, c'était c'est en se connaissant soi-même et en ayant du réseau. Dans le sens où moi, j'ai toujours été frustré, clairement frustré par ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de potes mauriciens. J'en ai eu très très peu. Et le peu que j'en connaisse, ils avaient tous la même histoire que moi. Alors qu'au début, c'est moi qui pensais que c'est moi qui avais ce problème-là. En gros, je pensais que j'étais tout seul. Je connaissais aucun Mauricien parce que c'était ma faute. Et en côtoyant un Mauricien, 2 Mauriciens, 3 Mauriciens, je me suis rendu compte que ces gens-là avaient le même problème que moi, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas d'autres Mauriciens
et qu'on avait cette frustration en soi de ne pas pouvoir connaître d'autres Mauriciens. Quand je me suis rendu compte de ça, j'en ai pris un deuxième Mauricien, j'en ai trouvé un troisième, un quatrième, et du coup, on a commencé à se réunir. Et ça a créé une asso en fait de réseau mauricien. Le deuxième point, c'est tu vois, entre guillemets, tu vois mon visage. Mes potes mauriciens, il va ressembler, il va être typé plus indien, il va être typé plus chinois, il va être typé plus africain ou plus blanc. On est vraiment très très différents à l'île Maurice, mais on est mauriciens. Et ça ne se perd pas. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on sait tous qu'on est mauriciens et on est en mode là, on a tous cette frustration on n'a rien pour prouver entre guillemets aux gens qui nous entourent, à nos amis, qu'on est mauriciens. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, en créant une marque à l'image de l'île Maurice, ça va permettre aux gens de s'identifier à la marque et de s'identifier à leur propre histoire et à l'île Maurice. C'est comme ça que j'ai trouvé des débouchés, en fait. C'est à travers c'est parce que ma clientèle, en général, elle est de la diaspora mauricienne. Donc, mon socle de clientèle, mon cercle chaud de clientèle, c'est la diaspora mauricienne. Le deuxième cercle de clientèle, en fait, ça va être les personnes qui vont être sensibles à l'écologie ou qui veulent une basket pour l'été. Ça, c'est souvent les Européens qui, comme ils voient des fleurs, ils se disent c'est l'été, etc. Un Mauricien, quand il voit les fleurs et qu'il voit Tizil, qu'il voit le logo, il sait que c'est l'île Maurice. Et il les portera même s'il pleut, même s'il neige, même s'il vente. Donc voilà. Les gens que j'ai ciblés, en fait, c'était moi-même, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'avais cette frustration de ne pas pouvoir m'identifier à quelque chose qui représente mon pays. Et j'avais cette frustration de ne pas connaître d'autres personnes qui étaient mauriciennes et de ne pas les reconnaître. Là, maintenant, quand tu portes une Tizil, soit tu as une appétence pour l'île Maurice, soit tu es mauricien. Et jusqu'à maintenant, le trois quarts, la moitié, enfin, on va dire entre 50 et 70% de mes clients, c'est des Mauriciens ou de la diaspora mauricienne. Il y avait une sorte de quête identitaire derrière. Ouais. Largement. À l'île Maurice, il y avait une sacrée quête d'identification à ce que c'est être mauricien. Tu vois, c'est ça d'où est l'importance de faire l'introspection. C'est-à-dire que moi-même, j'avais ce manque en moi. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver de point de connexion à mes origines. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai développé ma conscience historique. C'est-à-dire que je connais mon histoire, je connais mon histoire personnelle, je connais l'histoire de mes parents, je connais l'histoire de mes arrière-grands-parents, etc. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai cette attache à l'île Maurice. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Et à travers Tizil, les gens peuvent l'avoir parce qu'ils apprennent l'histoire de Tizil à travers la marque. Ok, mais juste, on en a parlé, on a vu que Internet, etc., était un point essentiel durant la création de ton entreprise, que ce soit au niveau du crowdfunding, au niveau de la recherche de la conception du produit, etc. Du coup, j'imagine que pour attirer ta clientèle, créer ta demande, etc., tu as dû utiliser Internet pour faire, j'imagine, de la publicité, du marketing, etc. Oui, j'ai utilisé, c'est entièrement Internet. À un moment, je voulais faire des flyers que je distribue. À un moment, ce que j'ai fait aussi, j'avais fait des flyers donc du marketing physique, pas uniquement digital. Et je m'étais amusé à aller dans les rues, à distribuer les baskets, à en parler aux autres commerçants, etc. Et en fait, ce qui est fou, et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est-à-dire que j'allais chez un arboriste qui me passait en gros des herbes, des trucs de thé, du maté, des boissons que j'aime bien boire. Et au fil en aiguille, je discutais avec lui, j'étais un de ses clients. Et en fait, quand je lui ai dit que je lançais mon projet, là, le mec, il m'a dit « Ah ouais, c'est génial, je t'en prends une. » Juste parce que c'était moi. Tu vois ? Parce qu'on a créé cette relation entre nous. Et la personne est tellement bienveillante que le mec, il s'est dit « Je t'en prends une, t'inquiète pas, je te fais confiance. » Et en fait, je me suis rendu compte que, tu sais, quand tu vas lancer un projet, moi, j'avais peur. Tu vois, j'avais cette peur en fait de me dire est-ce que je vais échouer, est-ce que les gens vont aimer finalement, est-ce que les gens vont limite me rejeter parce que je lance un projet un peu fou. En fait, c'est l'inverse. Les gens sont extrêmement bienveillants. Par exemple, quand j'explique à tous mes clients que il y aura un mois de retard et que le mois suivant, je leur dis il y a encore un mois de retard. Les gens en fait, ils ont juste besoin de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent savoir qui tu es au fond de toi. Ils veulent te comprendre au fond de toi et comprendre la mécanique de ton projet. Une fois qu'ils ont tout ça en main, ils te font confiance, les gens. Et ils sont extrêmement bienveillants, je pense. Donc okay. Oui, marketing physique comme ça. Donc, je parle avec tout le monde, je parle avec les commerçants, etc. Et après, marketing digital, communication digitale, donc sur Instagram,
Communication de base, tu sais, tu as le branding, donc l'image que tu vas renvoyer, ton positionnement sur le marché. Ça, il faut y réfléchir de manière très attentieuse, de manière très attentive plutôt, dans le sens où ton positionnement sur le marché va justifier ton prix et va justifier l'image que tu renvoies. Donc là, c'est extrêmement important de travailler sur le branding, donc les couleurs que tu choisis, la forme du logo, quelle typographie. Et ensuite, le point important, c'est les photos que tu vas prendre. Quelle est ta manière de communiquer? Tu fais des blagues, tu as un ton humoristique, tu as un ton sérieux, tu emploies un vocabulaire soutenu. Tout ça, c'est des trucs que tu vas réfléchir. Parce qu'en fait, dans ton langage, il faut que ton client s'identifie en ton langage. C'est-à-dire que si tu as un client, tu te positionnes en très haut de gamme, imagine Balenciaga met un wesh, je pense pas que les gens vont acheter. Tu vois? Si betclick.com, là, je sais pas si tu as vu un peu leur communication, ça fait très polémique. Quand eux, ils mettent dans leur communication, ils mettent des wesh, en fait, tu sais très bien déjà là qu'ils ciblent un type de clientèle précis. Tu vois? Si tu as un boulanger qui fait une com avec du pain, un truc en français, patati patata, il va viser un français, mais genre un bon français parisien, tu vois. Donc voilà. Après, tu as la partie aussi, tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads. Donc tu mets de l'argent, tu fais un ciblage client, tu fais un ciblage client, tu fais un ciblage géographique et ciblage de ce que les gens préfèrent. Et justement, donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, le lien que tu as créé avec ton arboriste, c'est ça? Tu as dit, tu peux créer avec des centaines de milliers de personnes à travers le digital. Et c'est ce qui est intéressant. Justement, on a une question dans le chat, c'est est-ce que tu penses faire appel à des influenceurs pour faire connaître encore plus ta marque? C'est une très bonne question parce que ça, c'est une question que je m'étais réellement posée. En fait, malheureusement, il y a genre 2 ans, 3 ans, il faut mettre de l'argent chez les investisseurs. Il faut vraiment mettre de l'argent, pas chez les investisseurs, mais chez les influenceurs. Il faut. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que c'est notre génération qui consomme. Donc, on est déjà conscient, en fait, qu'il y a des influenceurs. Donc, on n'est plus autant sensible qu'un influenceur maintenant. C'est-à-dire qu'un influenceur vient nous proposer un produit, on va une fois sur 2 réagir et une fois sur 1 milliard acheter. Donc, en fait, maintenant, on divise les influenceurs. Donc, tu as les micro-influenceurs et les macro-influenceurs. C'est-à-dire que ceux qui ont des millions d'abonnés, tu sais qu'ils vendent des produits. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde sait qu'une personne qui a 100 000 abonnés, 200 000, 300 000, 1 million, il est là pour vendre des produits. Et c'est comme ça qu'il se fait de l'argent lui-même. Donc maintenant, il y a une stratégie qu'a fait Stan Smith pendant très longtemps. C'est-à-dire que Stan Smith, ils ont visé les micro-influenceurs qui ont entre 1000, 2000, 3000, 4000 followers. Et tout le monde fait ça actuellement. Le problème, c'est que dans quelques années, en fait, ça va être très compliqué de viser les micro-influenceurs parce que en fait, les gens vont prendre conscience. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je veux payer les influenceurs pour porter mes baskets et me faire connaître? C'est plus d'actualité. C'est plus du tout d'actualité de faire un truc où tu vises les influenceurs. Vaut mieux passer par du ads et du bouche à oreille pour avoir une communauté solide, surtout au début. Au début, c'est extrêmement important de le faire, d'avoir une communauté qui est solide. Parce que si tu passes que par des influenceurs, déjà, ils vont prendre beaucoup d'argent. Et moi, personnellement, je n'avais pas les moyens de mettre 500 € pour avoir un post ou 1000 € pour avoir une story. Donc, en fait, dans les 500 €, il vaut mieux les mettre dans du Facebook Ads ou dans du Google Ads, je pense. Donc, non, j'ai pas envie de mettre de la thune dans nos influenceurs actuellement. Comme quoi, donc, c'est pas un point essentiel, les influenceurs. Les influenceurs, si, c'est un point essentiel, en fonction du marché que tu as. C'est extrêmement important. Et même quand tu vas prendre ton influenceur, tu ne prends pas n'importe quel influenceur. Il faut réfléchir à quel influenceur tu vas prendre. Il faut réfléchir qui sont les personnes qui suivent l'influenceur. Ça, c'est extrêmement un truc important parce que tu peux rapidement te faire avoir. Imagine, tu as un mec qui est humoriste, qui a 200 000 followers. Tu vas dire, allez, je te passe une basket pour donner la crédibilité à la marque. Mais finalement, en fait, les gens qui le suivent, ils veulent juste rire. Ils ne sont pas là pour acheter des produits. Donc, en fait, ton placement de produit, il va pas forcément fonctionner ou il ne va pas être rentable au maximum, en fait. Ensuite, en fonction de ton marché, en fait, il faut tout vérifier. C'est un système global. Il faut que tu prennes en compte l'image que tu renvoies. Il faut que tu prennes en compte le produit, le projet que tu as. Et il faut prendre en compte l'influenceur que tu vises et la pertinence de ce projet-là. Et ensuite, il faut prendre en compte ta comptabilité.
Bah, si t'as pas de thune, tu peux pas investir en fait. Tu peux pas remettre de l'argent dans l'influenceur. Et après, tu calcules un peu tout ça. Après, c'est ton intuition, hein. Comme je t'ai dit, il faut trouver l'équilibre entre la rationalité et l'intuition. Alors justement, tu as parlé de comptabilité. On sait que la bonne gestion du budget, c'est un point essentiel dans la réussite d'une entreprise. Et je voulais savoir comment tu as géré ta comptabilité, c'est-à-dire comment tu as géré les éventuels retards de paiement, etc. Est-ce que tu es passé par une application? Comment tu as procédé pour gérer ta comptabilité? Quand tu me parles de retard de paiement, tu parles des clients qui ont un retard de paiement par rapport à moi? Ouais, des paiements clients, ouais. Ok, bah en fait, moi, j'ai supprimé en fait ce truc-là, en fait. Je sais pas si ça à comprendre, hein. Là, tu fais une campagne de crowdfunding, les gens précommandent et ensuite tu peux les livrer. Donc en fait, moi, j'ai récupéré 15 000 euros comme ça en un coup. Et c'est les gens qui ont attendu parce que les gens, ils sont conscients que c'est un projet qui se lance et qui sont passionnés par le projet qui va être lancé. Maintenant, quand tu vas prendre... le retard. Comment? Tu as dépassé le retard. On est passé du retard paiement client au retard... Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc tu as cette partie-là. Et ensuite, sur le site, bah, c'est simple en fait. Si on n'a pas le virement, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de livraison qui est faite. Donc, on ne peut pas avoir de retard. Par contre, une personne qui va faire des prestations de service, là, c'est vraiment les prestations de service en communication, c'est un bourbier, mais impossible parce que quand tu vas travailler des clients, genre, imagine, tu montes une agence de com demain ou tu montes une agence de conseil. Alors là, prépare-toi à avoir des très, très gros contrats, des beaux contrats, bien écrits, où tout est net et il faut une clarté et une éloquence parfaite. Parce que quand tu vas faire une prestation de service, déjà, il faut être carré. Tu dis à telle date, il y aura ceci, à telle date, il y aura cela, à telle date, il y aura ceci. 30% en général, c'est du 30%, 70% au moment de la livraison du service. Tu dis 30% en amont, sinon il n'y a pas de travail. Et il faut être cash. Parce que plus tu vas hésiter dans tes propos, plus les gens, c'est un monde professionnel, hein, on n'a pas le temps. Hein. Il faut travailler et il faut être cash, il faut être direct dans tes propos. Donc, tu viens, tu discutes, tu dis voilà, nous ça marche comme ça, tac, 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 30%, tel prix, telle livraison, en combien de temps? Terminé. C'est pour ça qu'il faut être comme mine de rien cash dans le monde de tout ce qui est prestation de service. Moi, c'est un produit que je vends. Donc, ça m'a permis de faire une campagne de crowdfunding où j'ai pas eu de problème de délai de retard de paiement, mais mes clients ont eu des retards de livraison, mais ils ont été incroyables. Mais la communauté utilisée, elle est juste incroyable et ultra bienveillante. Et ça c'est des clients que je vise. C'est des gens comme ça que je veux dans ma communauté. Je veux des gens qui soient réellement bienveillants, qui soient passionnés par la mode, qui soient passionnés par l'environnement, par l'île Maurice. Mais je veux une communauté qui est solide, qui croit entre eux, qui discute entre eux et qui soit, je sais pas d'autre mot en fait, c'est une communauté solide. Et quand tu as cette base solide, après tu peux faire ce que tu veux. Donc du coup, j'ai pas eu ces problèmes-là personnellement de tout ce qui est gestion de retard de paiement de mes clients. Et maintenant sur le site que tu peux, donc teasil.co, tu peux acheter directement dessus. Et en fait, nous, on ne reçoit pas de notification tant qu'il n'y a pas de paiement. Du coup, si on ne reçoit pas de notification, on ne te livre pas. Ensuite, en termes de comptabilité, il faut, mine de rien, gérer les choses en termes de comptabilité. Il faut savoir est-ce que tu mets de l'argent. Surtout quand tu as 15 000 euros qui rentrent comme ça, en fait, tu vas te faire une liste de tous les besoins de ton entreprise. Par-ci, par-là. Est-ce que tu vas mettre de toutes les possibilités de ton entreprise à effectuer 15 000 euros? C'est-à-dire que, est-ce que dans les 15 000 euros, tu mets 2 000 euros dans le McDonald's? Ou tu mets 2 000 euros sur un site internet pour produire un site internet? Voilà, c'est un choix de pertinence. Soit tu veux manger du McDo, soit tu te fais un site. C'est le choix que tu vas faire. Si demain, tu vas payer des influenceurs, voilà, on parlait des influenceurs il y a 5 minutes. Tu as 2 000 euros, tu as un budget de 2 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets 2 000 euros dans un influenceur pour qu'il te fasse un post ou une story, ou tu mets 2 000 euros pour générer du trafic sur ton site à travers du Facebook Ads ou du Google Ads? Voilà, ça c'est un choix que tu fais. C'est clairement un choix que tu fais par rapport à ta culture d'entreprise, par rapport à ta vision d'entrepreneur et par rapport à ta mission. Donc voilà comment est-ce qu'il faut gérer un peu son argent. Tu auras un budget forcément, quand tu vas lancer ton projet, tu te dis voilà, on va essayer de dépenser que 500 euros, 1000 euros pour lancer le projet. Après, on va lancer une campagne. Si ça marche, tant mieux. C'est ce que je me suis dit personnellement. Donc voilà, je me suis dit 500 euros, 1000 euros, c'est mon max. Ensuite, je lance le projet. Si je récupère tant de thunes, tant mieux. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent qui rentre dans la trésorerie de Teasil? Voilà. Je pense que faire un site, c'est la plus grande pertinence possible.
C'est le lieu où je dois vendre. Donc, du coup, j'ai mis directement 2 000 euros dans un site. Directement. Je n'ai pas cherché à réfléchir par X, par Z. Donc, du coup, je suis parti voir une agence de communication qui m'ont fait le site parce que je trouvais ça pertinent pour la boîte. Ok, donc c'est un arbitrage en termes de coût d'opportunité, etc. Tu vois ce qui est intéressant, les possibilités d'investissement, parce que on peut considérer la création d'un site comme un investissement. Bien sûr. Euh, et clairement, c'est une question d'arbitrage. Ok, ok, Ah qui oui, dépend non. de ta culture d'entreprise, de ton business plan, etc. C'est ça. Bah, en fait, oui, tu as entièrement raison. C'est un investissement. Créer un site, surtout à l'ère dans laquelle on est, ton site est ta vitrine. Les gens, même quand tu as un restaurant, même quand tu vends des livres, même quand tu vends tout et n'importe quoi, les gens ont ce réflexe. Tout le monde a un téléphone maintenant. Pas tout le monde. Mais au moins, une très grande majorité de la population mondiale a un téléphone. Et en France, si tu vises la France, si tu vises un marché comme la France ou un pays occidental, la première chose que font les gens, c'est de taper le nom de quelque chose sur Internet. Et ils vérifient. Ils vérifient les avis. Ils vérifient la crédibilité du projet qui est en face d'eux. Quand tu vas au restaurant, Ryan, quand tu vas au restaurant, tu croises dans la. Non, imaginons demain, tu marches dans la rue et tu croises un restaurant, tu fais ah, il est pas mal ce restaurant. Tu fais quoi? Première chose, tu regardes la carte. S'il n'y a pas de carte, tu tapes le nom du restaurant sur ton téléphone. Tu vas checker les informations, tu vas rechercher les informations, ou à la limite, tu vas aller sur Instagram. Voilà, si tu n'as pas de site vitrine, tu es clairement mort sur le monde digital. En plus, aujourd'hui, on parle de comment ça s'appelle, le métaverse, etc. Ça, dans quelques années, moi, je suis persuadé que les gens, ils vont rentrer dans le métaverse, ça, c'est sûr. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Désolé, je parle. On voit bien, bah oui, on voit bien l'expansion du e-commerce, de l'ubérisation, etc. Clairement, clairement. Alors, on a une question sur le chat. Et pour le site, pourquoi ne pas avoir fait appel à une junior entreprise? Une junior entreprise? Ouais. En gros, c'est des entreprises composées d'étudiants, tout simplement. Par exemple, c'est des mecs Ah, en L3 de gestion, d'économie, etc., qui font de l'audit, de la comptabilité, oui, j'ai vu, etc. j'ai vu. Ouais, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que ça existait à Paris. Bah, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait appel? Je n'étais pas au courant que ça existait les juniors entreprises, tout simplement. Si j'avais été au courant, ah, j'aurais sauté le pas, hein. J'aurais plongé dedans, hein. J'aurais fait, allez, venez avec moi, venez faire un site, s'il vous plaît, pour être pas cher. Voilà. C'est sûr et certain que j'aurais pris une junior entreprise. Maintenant, il faut se poser aussi la question de pourquoi est-ce que moi, j'étais pas au courant. Tu vois? Pourquoi est-ce que je ne suis pas au courant qu'il existe des juniors entreprises qui vous aident dans ces projets-là? Ça, c'est une réflexion à avoir sur la communication peut-être de juniors entreprises ou des entreprises des étudiants ou comment est-ce que les étudiants communiquent par rapport aux entrepreneurs. Et tu as aussi la partie réseau, hein, tu vois. Moi, j'étais clairement pas au courant que les juniors entreprises existaient, donc du coup, j'ai fait, entre guillemets, avec les connaissances que j'avais. D'où l'importance de lire des livres et d'avoir un réseau. Parce que lire des livres vous permet d'ouvrir votre esprit et avoir un réseau permet de connaître plus de choses, tout simplement. Ben, du coup, en fait, comme tu sais, on est tous étudiants ici, Mhm. et peut-être que certains étudiants veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. Euh, Comment le fait finalement d'être étudiant t'a impacté? C'est-à-dire que est-ce que tu as vécu des difficultés que tu n'aurais pas vécues si tu n'étais pas étudiant, justement? Ah, la précarité. Déjà, moi, j'étais sportif de haut niveau. Du coup, j'ai vécu la précarité de sportif de haut niveau. Et quand je suis devenu étudiant, j'ai aussi vécu la précarité d'un étudiant. Le cheminement très normal, et maintenant, je côtoie énormément d'entrepreneurs. Leur cheminement, je suis vraiment, entre guillemets, des gens que je connais, je suis le seul qui ait monté sa boîte en parallèle qu'être étudiant. Et leur cheminement classique, ça va être souvent des gens qui ont fait des études, qui ont commencé à travailler dans une grosse boîte, après se mettre au chômage pour lancer leur propre projet. Donc en fait, ils ont quand même un revenu derrière. Moi, j'avais pas de revenu, hein. J'avais pas de revenu. Et là, aujourd'hui, j'ai pas de revenu. Donc la première chose que j'ai, c'est ce soir, le midi, qu'est-ce que tu manges? Bah, heureusement qu'il y a le crous à 1 euro, parce que sinon, bah, ok, je génère de l'argent, mais avec Tizil, mais quand tu préfères mettre 200 euros dans des Google Ads pour générer plus d'argent et faire grandir ta boîte ou manger ton sandwich au crous, bah, moi, je suis un peu fou, donc du coup, je préfère mettre 200 balles dans le Google Ads. Après, c'est ma folie, hein. Moi, je suis, voilà, quoi, voilà, je suis un fan de manga, hein. Voilà. Moi, je pense qu'il faut savoir se remettre en question, il faut avoir une prise de conscience de soi et il faut savoir prendre des risques.
si on ne prend pas de risques et on n'aime pas les problèmes, dans le monde de l'entrepreneuriat uniquement, hein, il vaut mieux pas se lancer. Parce qu'il faut être passionné par les problèmes. En fait, il faut être passionné par la résolution de problèmes. Tu vois, moi, j'aime bien quand il y a un problème, vas-y, raconte-moi. Je suis là avec tous mes potes, hein, avec tous mes amis, je suis là. Vas-y, il y a un problème, vas-y, raconte-moi. Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème? Comment est-ce qu'on peut faire? Et là, tu restes une demi-heure pour trouver une solution à comment résoudre le problème. Et une fois que tu trouves la solution, bah, moi, je suis ultra heureux. Moi, ça m'épanouit, ça. Hmm. Juste, petit retour par rapport au métaverse. Une question, il y avait écrit, par rapport au métaverse, je trouve ça intéressant pour les perspectives de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, comment tu imagines le futur de Tizil avec un accroissement continu du digital, de la technologie, etc. Par rapport au métaverse, je suis en train de lire la question en parallèle. Okay. Pour moi, le métaverse, c'est une bulle. Bon, c'est beau, hein. C'est beau le métaverse. On va rentrer dans un univers qui est digital. C'est extrêmement beau, c'est plaisant. Tu vas pouvoir te déguiser en dragon. Tu vas pouvoir frapper Kaido, je ne sais pas quelle bêtise. Tu vas pouvoir acheter des vêtements ou des skins sur Fortnite ou te créer une vie virtuelle. C'est cool, hein. C'est mignon. C'est pas la réalité. Par contre, ceux qui sont dans la réalité, c'est ceux qui construisent ce genre de projet. C'est-à-dire que Facebook, quand ils font le métaverse, eux, ils sont dans la réalité. Par contre, leurs clients ne sont pas dans la réalité et sont dans le déni de la réalité, par contre. Moi, c'est ça qui me fait peur dans le métaverse. C'est-à-dire que, d'une part, je trouve que c'est une perspective intéressante pour l'entrepreneuriat. Par contre, je le recommande pas aux gens. Moi, personnellement, j'irai sûrement, si on peut accéder au métaverse, j'irai me faire quelques kiffs. Voilà, tu te fais une petite expérience de vie. Ouais, c'est génial, je suis en train de métaverse, mais je ne vivrai pas intégralement ou je ne paierai rien du tout pour le métaverse. Parce que ça, c'est un business comme un autre, un métaverse. Ensuite, en termes d'accroissement pour une boîte, si on parle d'NFT, de métaverse, moi, personnellement, je suis contre, ouvertement. Je suis contre le métaverse, je suis contre les NFT. Je crois que c'est ça y est, on contrôle le digital, on sait utiliser un peu un ordinateur et on s'amuse à faire un peu des bêtises, mais ça déconnecte profondément les gens. Et en plus, si tu regardes bien, il y a des gens qui achètent des terrains sur le métaverse. Il y a des gens qui achètent déjà des terrains. Et j'ai vu, en janvier, il y avait un truc comme ça, il y avait plus de 100 millions d'euros qui ont été investis où les gens ont acheté des parcelles de terrain sur du métaverse. Et en fait, ce genre de projet, on dit c'est bien beau, etc. Mais ça augmente les inégalités sociales. Et en plus, c'est polluant, mais comme jamais. Quand tu vois, les crypto-monnaies sont faites au fin fond de la Sibérie pour avoir des systèmes de refroidissement plus puissants. Quand le métaverse, comment est-ce que ça fonctionne, quoi? Ça pollue énormément et ça accroît les inégalités sociales. C'est-à-dire que les pauvres, ils n'ont pas accès au métaverse encore. C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que les pauvres n'ont pas? Est-ce que vous, en tant qu'étudiants, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'étudiants, qui a investi dans le métaverse? Qui est parti dans le métaverse pour acheter un terrain? Qui a acheté des NFT ou a créé des NFT? Il y a une petite minorité qui ont fait ça. Et c'est seulement les plus fous qui se disent on va créer une NFT pour les revendre. C'est des petits malins. Et ça, c'est extrêmement malin et intelligent. Mais de manière très générale, ce n'est pas tout le monde qui a accès au métaverse. C'est vraiment un petit ciblage clientèle et c'est une petite communauté. Et moi, personnellement, je pense que, enfin, c'est un point de vue personnel après, hein. Moi, je suis entièrement contre le métaverse. C'est juste une bulle. Après, peut-être que ça va marcher parce que les gens, mine de rien, se voient souvent la face et sont souvent dans le déni. C'est un peu dommage, mais trouver des réponses dans le métaverse ne sera pas le cas, je pense. Et c'est un débat philosophique qu'il faut avoir après. Ouais. Je pense que comment dire, la morale et l'éthique derrière le métaverse est un peu douteuse. C'est ce que je comprends bien. Elle n'est pas douteuse. Elle n'est pas douteuse. Ok, parfait. C'est clair à mort. Ok. Moi, je te le dis, hein, ouvertement, le métaverse, voilà, tu te fais un kiff, mais il faut se poser des questions philosophiques et sociétales par rapport à et environnementales par rapport à ce projet. C'est beau, hein. Moi aussi, je vais sûrement je vais aller faire un tour dans 5-10 ans, quand ça va exploser. Je vais sûrement aller faire un tour pour me déguiser en Luffy et me battre Kaido, tu vois. Juste pour le plaisir, on va dire. Mais je ne vivrai jamais dedans parce que je trouve que la politique philosophique, la politique sociétale et la politique environnementale, elle est désastreuse. Elle est clairement désastreuse. Surtout que ça crée des barrières entre les gens.
on dit, ouais, ça va vous connecter, etc. Mais c'est faux, quand c'est un robot qui va décider, il n'y a plus ce libre arbitre chez un juge, il n'y aura plus ce libre arbitre par rapport aux gens. C'est-à-dire que c'est soit tu as de la thune pour payer ton truc, il n'y aura plus, tu sais, imaginons, tu es au Crous et tu as voulu ton argent, ils prennent que de l'espèce. Ils prennent que de l'espèce, tu as voulu ta carte. Bah, t'as pas d'espèce, t'as pas de carte. Tu sais, tu peux discuter un peu avec la caissière ou le caissier, tac, tu fais, ah, excusez-moi, j'ai oublié, il va te l'offrir. Ou tu arrives en retard à tes cours, etc. Là, imagine, tu fais un cours en métaverse. Et c'est rendez-vous 14h, 16h. Et on ferme la porte à 14h01. Bah, tu pourras jamais rentrer. Alors que quand tu es en cours physique, tu sais, tu as ce libre arbitre, tu fais bonjour, excusez-moi du retard. Mais là, c'est les mêmes conséquences qu'il va y avoir sur le métaverse. C'est exactement les mêmes conséquences. C'est-à-dire que ça va créer des murs entre les gens, ça va séparer les gens avec un semblant de connexion entre les gens. On voit que tu as réfléchi à la question tu as imaginé ta vie dans le métaverse. Okay. Ah oui, ah oui, hein. Ah oui, mais il faut se projeter, hein, c'est important. Mais évidemment. Et en plus, surtout que tu réfléchis à l'avenir de ton entreprise face à la croissance justement de ces nouvelles technologies, etc. Donc, c'est super important. Il faut une vision. Hein. Quand tu montes ta boîte, il faut une mission, une vision. Moi, j'ai un plan jusqu'en 2035. Ah bah, c'est quand même. C'est extrêmement important. Alors, il y a une question doucement. Est-ce que tu utilises des applications créées par des startups pour la gestion de ton entreprise Kanto pour le banking, par exemple, Canva pour la com, HubSpot pour les CRM, etc. Si oui, lesquels? Et est-ce que c'est toi qui t'occupes de cela ou tu as une équipe de salariés? Bon, j'utilise les trois. J'utilise Kanto, Canva et HubSpot et aussi Sendiblu. Donc du coup, ouais, j'utilise des startups et des applications en parallèle. Kanto, c'est incroyable. Ça facilite l'emploi de tes pays, ça facilite le paiement de tes fournisseurs, etc. Par contre, le problème de Kanto, comment? Ça facilite la gestion de ton budget, c'est ça, Kanto. Ah ouais, large. Parce qu'au début, moi, en fait, je suis plus chez Kanto, mais j'étais chez Kanto. Et en fait, je me suis retrouvé limité quand tu fais une demande de prêt bancaire. Kanto, on est limité à 10 000 euros. Et tu peux pas être en négatif. Moi, j'étais bien négatif pendant très longtemps. Hein. Je me suis bien amusé avec ça, avec la banque. Mais quand tu vas chez la BNP et que tu as un conseiller bancaire que tu vois toutes les semaines, tu crées une relation avec ce conseiller, il va t'aider, il va te guider, ce qui n'est pas forcément chez Kanto, parce que leur service de relation est vraiment incroyable, mine de rien, mais tu n'as pas cette affinité avec ton banquier que tu peux créer chez la BNP que tu ne peux pas créer chez Kanto. Par contre, quand tu veux avoir un investissement qui est conséquent entre 40, 50 000 et 70 000, Kanto va te refuser en général. Je ne sais même pas s'il y a le droit. BNP, en fonction de la pertinence de ton projet, de la réussite et de la crédibilité de ton projet, ils vont t'accepter. Et si tu as une bonne relation avec ton banquier, il va dire écoute, je vais me débrouiller pour créer un dossier chez la BPI. Tu vois, moi, j'ai fait un prêt de 26 500 euros. Il y a 15 000 euros qui ne sont sur les 26 000 euros. Moi, je dois, si il y a un problème demain, je dois uniquement rembourser 11 500 euros. Les 15 000 euros sont pris en charge par la BPI et c'est mon banquier qui a fait ce dossier-là auprès de la BPI. Tu vois? Donc voilà. Donc oui, au début, tu utilises ça parce que voilà, tu es en entreprise. Par contre, quand il faut passer aux choses sérieuses, il faut créer une SAS. Il faut créer une SA ou une SSU. Et il faut passer dans des grosses banques qui, eux, ont des gros moyens, contrairement à Kanto. Canva, pour la communication, c'est un classique. C'est un classique. C'est devenu un classique. Tu peux programmer, tu peux tout faire avec Canva, c'est monstrueux. Après, j'utilise énormément Facebook Business. Enfin, pour la création de communication, j'utilise Canva. Pour la création de contenu un peu plus poussé, j'ai Adobe Illustrator. Et pour la planification de tous les contenus, j'utilise Facebook Business. Donc, Facebook Business, en gros, tu as une partie Facebook, une partie Instagram, et tu mets tous tes programmes du mois et tu as tout ce qu'il faut. Ça, c'est uniquement pour Instagram et Facebook. Par contre, sur Canva, tu as accès à Pinterest, tu as accès aussi à LinkedIn. Donc, voilà, donc tu peux planifier dessus. Et ensuite, en termes de tout ce qui est emailing, marketing automate, HubSpot et Sendiblu. Et là, je suis en train de voir avec une boîte qui s'appelle Big Blue, qui, eux, gèrent ils gèrent tout l'aspect expérience client sur la livraison. Et eux sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont tout automatisé. C'est-à-dire que ton client il va recevoir un message quand la commande est passée, quand il y a ce qui est une prise en charge, quand le colis est bien envoyé, quand est-ce qu'il est dans le transport, quand est-ce qu'il arrive dans la zone où est-ce que la personne habite et quand est-ce que la personne est livrée. Et tout ça, c'est automatisé.
Donc, je suis en train de voir avec eux et c'est particulièrement intéressant pour tout ce qui est vente de produits. Donc voilà, HubSpot, ça c'est bon, Canva, c'est bon. Moi, je m'occupe plus du tout de la communication en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un prix de voilà, donc 26 000 euros parce que j'étais crédible par rapport au lancement du projet où j'ai récupéré 15 000 euros. Du coup, maintenant, j'ai des freelances. Donc, en fait, j'ai une agence de com qui m'accompagne, qui prend un pourcentage sur la. Voilà. Deuxième point aussi qui est extrêmement important, tout se négocie. Hein. Faut pas croire que tu viens, il faut payer tant, tout peut se négocier. C'est-à-dire que moi, avec mon agence de communication, voilà, ils prennent un pourcentage sur chaque basket vendue. Donc, c'est eux qui vont gérer tout ce qui est automate mailing, marketing, voilà, tout ce qui est tout ce monde-là que moi-même j'ai du mal à comprendre. Ceux qui vont mettre à jour le site, c'est eux qui vont gérer tout ce qui est SEO et référencement. Ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'ils sont bons là-dedans. Ergonomie du site. Est-ce que tu mets 3 screens, tu sais, les scrolls que tu fais, Ryan, sur ton téléphone? Est-ce qu'il y a des études sociologiques et psychologiques qui expliquent qu'en gros, à partir de 4 scrolls, ton client en a marre? Du coup, si tu veux que ton téléphone, enfin ton site soit pertinent pour ton client, il faut faire au maximum 3 scrolls. C'est-à-dire qu'en 3 scrolls, donc 3 pages, il faut que ton client ait accès à toutes les informations. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, des petits tips comme ça qui est intéressant à voir. C'est eux qui ont mis en gros le traçage client sur mon site. Et après, je fais de la B testing et c'est eux-mêmes qui le font. Ensuite, tout ce qui est création de contenu, shooting, photo, branding et image de marque. Là, j'ai un freelance qui s'appelle Trésor qui a monté sa boîte Style sur la ville, qui est spécialisé dans la communication de la mode. Parce que voilà, une fois que tu commences à entre guillemets rentrer dans le game, il faut des seniors spécialisés, je pense. Au début, tu prends tous les juniors possibles. Quand je parle de juniors, c'est des étudiants ou des gens qui rentrent sur le marché du travail. Eux, ils vont t'apporter une aide. Maintenant, moi, ces gens-là m'ont aidé. Tous mes potes étudiants m'ont aidé. Toutes les connaissances que j'avais m'ont aidé. Maintenant, on rentre dans le système de la pertinence. Je suis en recherche de pertinence. Est-ce que 3 scrolls, c'est mieux que 2 scrolls? Donc, tu es là pendant 1 heure, tu débats. Tu vois? Est-ce que tu mets dans ta page article, dans ton blog ou dans ta page histoire, est-ce que tu mets ce mot-là ou ce mot-là? Tu vois? Est-ce que tu mets dédié, financé? Bref, tu vas réfléchir à tout plein de mots à pourquoi est-ce que tu vas utiliser par rapport à ton référencement et ton SEO. Donc voilà, là vraiment je suis en quête de pertinence et oui, donc maintenant j'ai deux, entre guillemets, j'ai une agence de com qui fait la com générale et qui gère tout mon site et j'ai un freelance en communication qui gère la partie com de la mode de Tizil, quoi. Ok. Mais du coup, il y a une question par rapport à ton prêt. Est-ce qu'il était personnel ou professionnel? Est-ce que tu as un compte personnel pour gérer comme auto-entrepreneur? Ok, donc, très bonne question. Donc quand j'ai lancé Tizil, j'étais auto-entrepreneur, donc sur Kanto. Donc ça c'était ultra rapide à faire. Tu fais ça sur Legal Star ou Legal France. C'est ultra rapide à faire. Et sur Kanto, c'est pareil, c'est ultra rapide à faire. Il faut juste un RIB et il faut un numéro de siret. Donc voilà. Donc quand j'ai lancé Tizil, j'étais auto-entrepreneur. Point important, il faut garder toutes ces factures parce qu'on peut se faire rembourser 1 an plus tard. Tu as jusqu'à 2 ans pour te faire rembourser de tes factures. Donc la TVA, tu peux la récupérer. Petit tips, tranquille, tu vois, ça passe. Maintenant, une fois que tu veux faire ton prêt ou tu veux passer aux choses sérieuses, donc investir s'endetter pour créer du chiffre d'affaires, il faut forcément que tu rentres dans le monde professionnel et ça passe par supprimer ton statut auto-entrepreneur, créer une SAS, une SASU. Tu vois, Big Blue, au début, je ne pouvais pas travailler avec eux parce qu'eux, ils prennent que des SAS, SASU ou des SA. Ils ne prennent pas des micro-entreprises. Voilà. En termes de contrat, tu vas être limité. En termes de professionnalisme ou de pertinence de ton projet, tu vas être rapidement limité si tu restes en tant qu'auto-entrepreneur, à part si tu fais tout. Moi, j'avais besoin de trouver des prestataires qui puissent faire le travail à ma place et quitte à perdre un peu d'argent sur la vente des baskets. Maintenant, le prêt, est-ce qu'il était personnel ou professionnel? Il était professionnel. Donc, il est au nom de Tizil. Je sais pas. En fait, quand tu fais un prêt personnel, ils vont s'intéresser à ton compte personnel. Et quand tu es étudiant, tu n'as pas de revenu fixe. Et moi, personnellement, je n'étais pas trop en positif tous les jours, quoi. Donc, si je fais un prêt personnel, il m'aurait tué. En plus, il me demandait je ne sais pas combien de milliards d'années de compte positif, plus un revenu stable, plus un contrat de CDI. Bref, il me demandait tout plein de bêtises. Alors qu'un contrat professionnel, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible, dans le sens où ils voient le chiffre d'affaires que tu as fait. Moi, je suis arrivé, j'aurais dit clairement, en 1 mois, on a fait 15 000 euros. Donc les gars, ils étaient là, wow, c'est incroyable, c'est stylé et tout. Ensuite, tu fais un business plan. Et une fois que tu fais ça,
En fait, ils vont lire ton dossier. Et en plus, d'ailleurs, comme moi, je suis éco-responsable, à la BNP, ils ont un secteur dédié pour les personnes qui sont à un impact éthique. Donc, en fait, tu crées encore plus de relations et ils sont encore plus attentifs à ton dossier. Du coup, quand tu fais un prêt professionnel, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus accessible en tant qu'étudiant, je pense, qu'un prêt personnel. Et tu as moins de risques parce que quand tu fais ton prêt personnel, c'est ta pomme qui prend. C'est toi qui es responsable également de ton prêt. Par contre, quand tu fais un prêt professionnel, tu peux passer par la BPI. Et la BPI te font des amortissages de prêt. Donc, en gros, eux-mêmes, ils prennent le risque, en gros, de perdre tout leur argent. Tu vois? C'est-à-dire que voilà, ça, les 26 000 euros, en fait. C'est-à-dire sur les 26 000 euros, les 26 500 euros, moi, demain, je dois rembourser l'intégralité. Par contre, si ça fait faillite, la BPI, c'est eux qui perdent 15 000 euros et je devrais rembourser que 11 000 euros, là, de ma poche, par contre. Parce que c'est moi qui ai le prêt, entre guillemets, derrière de Tizil. Vu que c'est moi qui ai tous les capitaux de Tizil, légalement, en fait, c'est moi le responsable. Du coup, tu as souligné ce que je voulais dire tout à l'heure, tu as souligné l'importance de justement profiter de l'avantage de la responsabilité limitée quand tu es étudiant. C'est-à-dire que la responsabilité limitée, c'est-à-dire si tu as des pertes, c'est qu'à hauteur du capital investi. Et c'est pas toi, c'est ton entreprise tout simplement. Donc ça, c'est super important. Ouais, surtout que là, je suis en train de rentrer en plus dans le monde. Tu vois, au début, j'ai fait beaucoup de création, production. Ensuite, j'ai fait la communication, le marketing. Là, je suis en train de rentrer dans le monde de la finance, dans le monde des investisseurs. Et ça ne joue et ça ne jure que par ça. C'est qui est responsable de quoi et de combien de pourcents et de combien d'argent, tu vois. Et on joue sur les mots. C'est un monde qui est incroyable, tellement marrant. Mais bref. Et surtout pour les étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, disons, responsable et solidaire, il y a des structures qui encouragent le financement des initiatives éco-responsables. Donc, c'est super intéressant. On peut profiter de ces structures qui, dans leur volonté d'encourager leur responsabilité sociétale et environnementale, vont plus investir dans un projet éthique qui peut être parfois plus risqué plutôt qu'un projet moins risqué et pas du tout éthique. Donc ça, c'est super intéressant. C'est la vibes, hein. C'est les ondes qu'il y a actuellement. Hein. Aujourd'hui, on ne parle que par éthique, hein. On ne parle que par éco-responsable. Donc, qu'importe le projet que tu fais, là, j'ai un ami qui a monté quoi? Il a monté une agence de com éco-responsable. Je fais, mec, comment ça, tu es éco-responsable, gros? Qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, dans les outils qu'il utilise et dans les procédés qu'il a, je vous avoue, j'ai très, très mal compris ce qu'il a dit, mais en gros, dans les procédés, dans les outils qu'il utilise, il va chercher à réduire son impact carbone. Donc, voilà, et ça marche, parce que c'est éco-responsable. L'éco-responsable est une vague qui marche énormément dans le business, clairement. Oui, c'est soigner son image de marque, c'est plus une action marketing qu'autre chose. Okay. Voilà, oui, c'est du greenwashing. Ça dépend, évidemment, voilà. Ça dépend. Mais pour les grandes entreprises qui avant étaient après, c'est un autre débat. Oui, tu as raison de le souligner, c'est important aussi. Parce que derrière, tu as la culture d'entreprise et tu as la personne qui fonde l'entreprise. Dans le sens où on a conscience que maintenant, l'éco-responsable, ça devient un business. La question, c'est est-ce que tu vas t'amuser à jouer sur les mots? Parce que finalement, qu'est-ce qu'être éco-responsable? Qu'est-ce qu'être éthique? Tu vois? Qu'est-ce qu'être écologique? Est-ce que tu vas réduire ton empreinte carbone parce que tu vas réduire ta distance de trajet de tes produits? Est-ce que tu vas planter des arbres? Est-ce que tu vas reverser ton argent à une association? Est-ce que tu vas faire ceci ou est-ce que tu vas faire cela? Y a des gens qui sont malveillants et qui vont jouer dessus. Adidas, eux, ils sont incroyables. Tu vois? Ils vont inventer j'avais appris quoi avec mon usine? Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est un scoop qui est vraiment incroyable, mec. Moi, je suis parti à Porto. Je leur dis, je veux une semelle qui est recyclable. Ils me font, ouais, c'est génial. Si tu veux, il n'y a aucun souci. Je veux un cuir qui est éco-responsable. Ok, c'est génial. Ce qu'en Europe, on fait, on va dans la mer, en Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. On récupère à coup de bateau tous les déchets plastiques. On les broie et on en fait une matière recyclable. Du tissu qui devient un tissu éco-responsable. Enfin, recyclé du coup. En Asie, qui n'a pas la même politique économique, ils vont produire des bouteilles, les détruire
et les rendre en tissu recyclable. Ce qui est vrai, le procédé, c'est vrai. Mais tu détruis, enfin, déjà, tu n'es pas éco-responsable parce qu'en fait, tu t'en fous de l'environnement, parce que tu produis encore plus, mais par contre, tu es moins cher. Tu es beaucoup, beaucoup moins cher. Mais vraiment moins cher. Et donc, du coup, après, tu vends ça. Et Adidas le fait. Adidas travaille avec des usines où ils produisent leurs propres bouteilles, donc ils ne recyclent rien, en fait. Ils produisent pour recycler et pour créer un autre tissu. Donc, ils transforment. Donc, voilà, on joue sur des jeux de mots. Après, tu as la condition éthique. Est-ce que là-bas, est-ce que les conditions éthiques sont respectées ou non? Et quelle matière, en vrai, ils utilisent? C'est pas transparent. Moi, dans le site, le point le plus important pour voir si une marque elle est éthique et éco-responsable, c'est la clarté des matières premières utilisées. Si tu ne vois rien, pose-toi des questions. Voilà, pose-toi des questions. La transparence, c'est l'essentiel même de l'éco-responsable. D'où vient ton produit? D'où viennent tes matières premières? Comment ça a été transporté? Etc., etc. Là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on est en train de calculer notre impact CO2. Donc là, j'ai rencontré une agence qui est en capacité à faire ça. Et en fonction des déplacements des matières premières et la production des matières premières, on peut estimer un impact CO2. Je sais personnellement qu'il est réduit parce que je sais que si je produis en Chine, faire un trajet Chine-Paris, c'est beaucoup plus polluant qu'un trajet Porto-Paris. Donc je le sais, mais je ne l'ai pas chiffré ça par contre, tu vois. Ça, c'est une de mes grosses erreurs. Et d'ailleurs, je suis en train de réparer mes erreurs parce que c'est ça, hein. Tu lances un projet, tu fais beaucoup d'erreurs, et tu les corriges au fur et à mesure, etc. pour atteindre, entre guillemets, la pertinence la plus grande possible. Excuse-moi, tu disais? Non, je disais en fait, en gros, c'est que voilà, si tu veux vérifier demain si un produit est éco-responsable ou non, c'est sa transparence qui fait la différence, tout simplement. Surtout justement par rapport à la transparence, si tu montres justement que ton entreprise est transparente sur les matières premières, etc., même vis-à-vis du client, ça inspire plus confiance et ça donne plus envie justement au client d'acheter ton produit. C'est aussi une sorte, il y a quelque chose de marketing derrière. Après, juste pour revenir, euh, on voit bien que l'importance pour une entreprise de développer sa RSE. Clairement, j'imagine que peut-être dans 10-15 ans, Total ou Airbus développera s'autoproclamera entreprise éco-responsable. On ne sait jamais, hein, c'est possible. Tout est possible, mais bon, voilà. Donc c'est super important quand on fait une entreprise et puis voilà. Donc enfin, juste une dernière question et je pense que c'est la plus importante parce que peut-être qu'ici certains étudiants vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Clairement, de manière synthétique, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui veut se lancer? Quel conseil? Un conseil ou je peux en dire plusieurs? Non, tu peux en dire plusieurs, évidemment. Parce que en termes de conseils, et c'est du vécu personnel, c'est les projets les plus. En fait, quand tu vas monter une entreprise, il faut que l'entreprise soit le prolongement du fondateur ou de la fondatrice. Il faut que ce soit toi qui incarne le projet. Si tu crées un projet sans y croire ou sans être à fond dedans, ça va pas, ça va pas marcher. Plus tu y crois et plus le projet et l'essence même de toi, plus ça marche. Mais un conseil, en vrai, c'est la résilience, hein, après. Tu vois? Il faut être fou et être résilient. Ah ouais, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Il faut être fou et résilient. En vrai, il faut être fou et résilient. Parce que si t'es pas fou, t'es pas en capacité à regarder au-delà de l'horizon que t'as. Ton champ d'esprit, ton champ d'ouverture de possibilités, ton champ d'ouverture d'esprit et ton champ de possibilités est extrêmement réduit. Quand tu es fou, tu vas dans ta zone, tu sors de ta zone de confort. Parce qu'il faut être fou pour sortir de sa zone de confort. Quand tu es dans ton lit, tu es là en mode je suis bien dans mon lit, il fait chaud, je suis doux là, tac, tac, tac. Il faut être fou pour se dire je sors de mon lit. Mec, moi j'ai froid quand je sors de mon lit. Tu vois, c'est pas possible. C'est un exemple débile. Mais il faut être fou parce que quand tu es fou, tu vas dans des terrains inconnus. Et dans les terrains inconnus, tu découvres de nouvelles perspectives de vie. Et c'est en ouvrant sa perspective de vie qu'on rencontre de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions. Ensuite, c'est ta résilience. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être en capacité à se connaître. Pour être résilient, il faut se connaître. Je ne pense pas que tu peux être résilient si tu ne te connais pas. Parce que ta résilience, c'est ta capacité à comprendre le problème que tu vis et à prendre du recul par rapport à ça. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu prends du recul par rapport à tes problèmes, ça permet de les résoudre d'une meilleure manière.
Donc, résilience et de la folie. Et après, il faut y aller, hein. Franchement, c'est bête à dire, mais en fait, tous les problèmes, en fait, mine de rien, sont dans nos têtes. C'est-à-dire que se dire, ouais, mais il faut que tout soit parfait. Ah oui, rien n'est parfait aussi, hein. Franchement, rien n'est parfait, hein. Quand tu lances un projet, vraiment, rien n'est parfait. C'est de la correction au fur et à mesure. Je me rappelle une fois, j'avais sur ma page Histoire de Tizil, c'était rempli de fautes d'orthographe. C'est un client qui m'a envoyé un mail un jour, il m'a dit, voilà, votre page, en fait, votre page, elle est remplie de fautes, ça vous décrédibilise professionnellement. Je vous ai fait une correction. Le mec, il m'a envoyé ça. C'était incroyable. Voilà, corrigé. Voilà, il m'a corrigé le truc. Moi, j'étais en mode, merci, mec, c'est sympa. Moi, j'étais heureux, tu vois. Donc voilà, il y a plein de défauts. Si on attend la perfection pour se lancer, tu ne te lanceras jamais. Parce que même Total n'est pas parfait, hein. Même les plus grandes boîtes du monde ne sont pas parfaits, hein. Tu vois, LVMH n'est pas parfait, hein. Il se corrige de jour en jour. Et en fait, et c'est pour ça que j'en reviens au fait de dire que euh, pour être entrepreneur, il faut aimer les problèmes parce que tu en résous tout le temps. Et tu en as des nouveaux tout le temps. Voilà, moi là, aujourd'hui, je voulais lancer ma collection. Voilà. En janvier, j'avais pour objectif de lancer une collection début avril. Je me retrouve confronté encore à une pénurie de matières premières. Il n'y a pas de coton, il n'y a pas de cuir. Comment est-ce que je fais? Faut trouver des solutions. Ou sinon, tu as du retard. Moi, aujourd'hui, j'ai du retard parce que j'ai pas trouvé de solution. Et là, moi, j'ai dans une phase où, genre, moi, je suis là, je suis dans le bas parce que je me demande comment est-ce que je vais faire. J'ai un projet, j'arrive pas à le lancer. C'est ton ego après qui prend, tu vois. Si t'as pas d'ego derrière, si tu veux pas réussir tes projets, on ne peut pas lancer de projet. Moi, je suis là pour réussir mes projets, genre, parce que je suis passionné par ça. Donc, du coup, j'attends, je relance mon usine tout le temps. Là, j'ai une date pour la semaine prochaine, mais du coup, mon projet est retardé d'un mois. Parce qu'il y a des matières premières, il y a des problèmes qui apparaissent, il faut les résoudre progressivement. Et parfois, tu es impuissant par rapport aux problèmes que tu as. Donc, c'est un facteur extérieur. Mais voilà. Donc, ouais, conseil, résilience, folie, et ne pas attendre que tout soit parfait. Et se lancer, quoi. Ok, bah, merci beaucoup. S'il y a peut-être des questions des participants ici présents, C'était correct? Ça va? sur le chat. Ok, ok. Donc visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, Sydney, c'était super intéressant. Donc, on a vu que à travers ton expérience, le plus important, c'est pour un entrepreneur, c'est tout simplement d'avoir la volonté de prendre des risques, d'apprendre à oser, et surtout d'avoir une capacité d'adaptation et de résilience, de faire face à la viscosité du réel avec un pragmatisme, un réalisme. Comme disait Antonio Gramsci, c'est finalement allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Donc ça, c'est intéressant. Et en tout cas, merci beaucoup, Sydney. Et on voit que on peut être un étudiant, ne pas avoir un capital de départ de malade mental, ne pas avoir un réseau avec Bernard Arnault et Emmanuel Macron, et quand même réussir un projet. Et ça, c'est parfait. Et merci beaucoup, Sydney, de nous avoir partagé ton expérience. Et ce fut un réel plaisir. J'imagine pour tout le monde. Merci à toi, Ryan. C'était vraiment un plaisir pour moi aussi. Et quand tu veux, on recommence une petite conférence, il n'y a aucun souci. Merci pour l'opportunité. Et voilà. Merci, mec. Voilà. Vous pouvez suivre la page Insta de Tizil sur Insta. Justement, la page sur Insta, donc Tizil, c'est ça? Ouais, Tizil-8 officiel. Tizil-8 officiel. Et la page Facebook, c'est pareil, c'est Tizil officiel. Donc on a 2300 followers, un truc comme ça. Donc c'est cool. Ouais. Et le site tizil.co. Ouais, www.tizil.co, c'est le site de la marque et on va lancer la prochaine collection dans pas très longtemps, donc restez bien attentifs. Okay. Merci beaucoup, Sydney. Merci à toutes les personnes présentes et on se dit bonne soirée et au revoir. Merci à tous. Vas-y. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.